Hello, donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode du podcast. La semaine dernière il y a eu pas mal de vues, donc ça, j'ai l'impression que ce format vous intéresse. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire. Et abonne-toi à la chaîne si tu t'intéresses au sujet de l'IA et de l'architecture, puisque je vais développer ce format. Je vais te partager beaucoup d'éléments que je découvre au fil de l'eau, puisque cette année je me consacre à découvrir comment mieux utiliser l'IA en architecture. Et notamment, je développe des formations, donc je te mettrai le lien en description. Donc aujourd'hui, on va parler de la conception et la modélisation en lien avec l'IA. En fait, comment l'IA nous aide à modéliser de manière différente et concevoir les projets différemment. Donc déjà, il faut que je précise que pour moi, on en est vraiment au début. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une adoption massive de ces outils de modélisation, aussi massive en tout cas que les LLM, que de ChatGPT, Mistral, tout ça. Donc qui sont évidemment beaucoup plus utilisés par beaucoup plus de monde. Dans l'architecture, on est quand même un petit secteur. Il n'y a pas tant de monde qui travaille dans le domaine. Et donc forcément, les logiciels même mettent plus de temps à se développer. Mais aussi, il y a peut-être une barrière de prix parce que ceux qui existent commencent à être un petit peu chers. Et je ne suis pas sûr que toutes les agences peuvent se le permettre. Mais ça, c'est un autre débat. Et il y a aussi une question de diversité et de où sont ces logiciels, en fait, où on peut modéliser avec l'IA. Alors là, on rentre un peu plus dans le domaine pour mieux comprendre ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a différents types d'endroits où on peut utiliser l'IA pour concevoir. Donc le plus évident, ça pourrait être les logiciels qu'on utilise déjà. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour concevoir à l'intérieur de Revit, à l'intérieur de SketchUp, à l'intérieur d'Archicad, à l'intérieur de Rhino, etc. Donc la réponse c'est oui et non. Donc oui parce que d'après ce que j'ai pu découvrir, il y a des plugins qui permettent effectivement de faire des petits éléments de modélisation en utilisant l'IA. C'est-à-dire de dessiner en fait des géométries, de dessiner des plans de manière semi-automatique en proposant des versions et après c'est à l'utilisateur de choisir la version qui lui intéresse le plus. Mais pour moi ça reste encore très limité. Ce que j'ai vu, ce qui est plus visible finalement, c'est la génération d'images à partir de l'IA. Et souvent, à partir de ce terme-là, les éditeurs de logiciels disent voilà, on a intégré l'IA, mais en fait ils ont juste intégré un moteur de rendu basé sur l'IA, c'est-à-dire basé sur Stable Diffusion, qui est l'IA open source la plus utilisée pour faire des rendus, des rendus. Mais ça c'est un autre sujet. Et donc au final, on se retrouve avec assez peu de choses. Donc moi, par exemple, sur Revit, j'ai identifié Plan Finder. Donc ok, ça a l'air intéressant, mais je ne suis pas sûr que les possibilités sont encore très grandes. Après, le deuxième possibilité, en fait, c'est des logiciels, des services, des applications en ligne, comme par exemple Finch 3D. J'ai découvert également plus récemment Hectare, qui sont des applications. Il y a Spatio également. Voilà, il y a un certain nombre d'outils. Donc tous ces outils, je les rassemble et je les mets dans une sorte de base de données. Donc je te laisse d'ailleurs le lien en description. N'hésite pas à aller faire un tour et la télécharger. C'est totalement gratuit. Je partage ce que je trouve. Et l'idée, c'est de ne pas te surcharger avec une liste immense de logiciels, parce que dans le domaine de l'IA, il y a beaucoup de logiciels qui poussent comme ça un petit peu du jour au lendemain. Mais plutôt de te mettre ceux qui pour moi sont vraiment stables et vont se développer, vont devenir finalement un leader de ce nouveau marché. Donc revenons un peu à notre sujet. Il y a des logiciels comme Spatio, comme Hectare, en fait, qui sont nouveaux et qui ont deux possibilités. En fait, une possibilité, c'est générer de la volumétrie ou des plans avec l'IA. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux possibilités. Soit ils travaillent en 3D, soit ils travaillent en 2D. C'est quand même une distinction assez importante. Et après, évidemment, il y a des possibilités de choisir déjà la version qui nous plaît, parce que un peu la différence avec l'IA, et j'en parlais dans mon dernier épisode de podcast, c'est que l'architecte, finalement, il va devoir gérer beaucoup de versions. Et son rôle, ça va être moins de proposer une version que d'en choisir une. Alors ça, évidemment, c'est au choix. Si tu veux travailler en proposant une version avec l'inspiration, comme on a toujours fait en tant qu'architecte, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est-à-dire que c'est un autre mode de conception. Et on peut également le voir comme générer des idées à partir de contraintes. Par exemple, je fais des bureaux à partir
de logement ou l'inverse, mais dans ce sens-là, c'est un peu plus clair. Donc du coup, je suis dans de la rénovation, les murs extérieurs, ils sont fixes, les contraintes extérieures, ils sont fixes, et à partir de ces contraintes extérieures, génère moi un plan ou plusieurs plans de bureau qui ont du sens par rapport à mon programme. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que le faire à la main, ça prend du temps. On n'explore pas toutes les versions. On va peut-être au fil du projet optimiser, mais on le fait par étape, par petite étape, et ça nous prend beaucoup de temps. Alors que quand il y a une série de contraintes bien définies, l'algorithme, il est capable vraiment d'explorer et d'optimiser de manière très fine et très rapide. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est intéressant, c'est le space planning. Et le space planning, par exemple, on voit très bien qu'on va pouvoir faire ça donc dans des logiciels comme Fiche 3D, Hectare, Layout, voilà, il y en a un certain nombre. Après, moi, ma question, c'est une fois qu'on a généré ça, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on récupère donc du coup le résultat le plus intéressant, j'imagine? Est-ce qu'on reste dans ce logiciel ou est-ce qu'on exporte dans nos logiciels métiers traditionnels, donc SketchUp, Rhino, Archicad, etc. Donc est-ce que finalement la génération IA c'est juste une étape ou est-ce que c'est quelque chose qui nous sert tout au long du déroulement de la conception? Après, il y a un souci technologique concernant les logiciels anciens, Archicad, Revit, etc. Alors, il faut savoir, moi j'ai travaillé dans le logiciel pendant des années, j'ai développé un logiciel en ligne qui s'appelle Brix. Voilà, j'ai beaucoup d'expérience dans le développement logiciel et il y a quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que plus un logiciel est vieux, moins il est modifiable. Parce qu'un logiciel, il y a ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire que plus on travaille dessus, plus finalement les éléments qui travaillent ensemble, les composants de ce logiciel, ils sont fragiles en fait, parce que forcément on est humain, les développeurs ils font des erreurs d'architecture qu'on a du mal on a du mal à revenir dessus en fait. Donc tout ça pour dire qu'un logiciel comme Revit qui a plusieurs décennies, enfin je crois qu'il a presque 20 ans, pour moi, il a une capacité d'évolution qui est très faible. Après, il y a aussi une politique de l'éditeur de logiciels, donc là, en l'occurrence Autodesk, qui, vu qu'il est leader sur son marché, du coup, il ne fait pas trop d'efforts et il n'est pas extrêmement innovant. En tout cas, sur ces logiciels type vache à lait, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont stables et qui lui rapportent de l'argent. Donc Revit, AutoCAD, c'est le même combat. Et donc, à mon avis, il va avoir une difficulté en fait à intégrer ces nouveaux modules qui sont quand même très structurels. Hein. C'est pas juste une petite fonctionnalité nouvelle qui permet d'aller plus vite sur les fonctionnalités existantes. Là, c'est vraiment de la génération de géométrie. Donc, je suis pas sûr que ça s'intègre de manière puissante, suffisamment structurelle en fait dans les logiciels existants. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les logiciels d'IA, ça va devenir les logiciels dans lesquels on va modéliser et il y a peut-être d'autres types de logiciels ou de services, hein, ça peut être un logiciel, un service, une application en ligne. Maintenant, je crois beaucoup au fait que les logiciels vont être de plus en plus en ligne. Donc sur le modèle SaaS, sur abonnement. Donc SaaS, ça veut dire Software as a Service. Et donc, on va passer d'un modèle où on a tout sur son poste avec un modèle où on conçoit directement en ligne. Et ça me fait la transition idéale pour le dernier type de logiciel que je vois, donc qui sont des logiciels comme Snap Trude ou Rayon ou Infurnia. Donc je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en gros c'est des applications donc de modélisation architecturale qui sont directement en ligne, qui sont simplifiées, donc il n'y a pas toutes les fonctions complexes qu'on peut voir dans des logiciels historiques comme Revit, mais ça va droit au but, c'est-à-dire que si on fait un trou dans un mur, c'est simple de le faire. Alors j'ai pas suffisamment d'expérience dans Revit, dans AutoCAD, je sais que c'est un petit peu ennuyeux, mais dans Revit ça doit être un peu plus simple. Mais dans l'idée, quand quelque chose est simple, il faut que ça soit simple en fait. Il n'y a pas de raison d'être compliqué pour rien en fait. C'est ça l'idée. Et les logiciels modernes le comprennent très bien. Après, il y a aussi une gestion des composants. Alors on appelle ça des familles dans Revit, mais au final c'est la même chose. On peut l'appeler des modules. Et ça c'est très très important parce que finalement dans un bâtiment il y a de la répétition. Et si on change quelque chose à l'échelle, on doit pouvoir partager
ces composants, ces modules à l'intérieur d'un fichier, mais également à l'extérieur. Il y a aussi la question de la collaboration en ligne qui sur Revit paraît un peu optionnelle en fait. Le fichier Revit il est stocké sur le disque dur. Il y a une partie des gens qui travaillent en BIM niveau 3, c'est-à-dire que c'est stocké sur un serveur distant, mais ça coûte cher. Et en fait ça devrait pas l'être en fait. Quand on voit tous les domaines parallèles, moi notamment un domaine que je connais très bien c'est l'UX, l'UI. Donc l'UX, l'UI c'est la conception d'interface web, mais également pas que web d'ailleurs, ça peut être d'autres types d'applications, mais en gros c'est la conception d'interface. Et ce domaine-là est très innovant, à la fois en méthodologie, mais également en outils de conception. Et pendant longtemps, il y avait un leadership qui était par Adobe cette fois-ci. Non, par Adobe, et après il y a eu un autre logiciel qui a dominé le marché qui s'appelle Sketch. Et en fait, Sketch a perdu sa part de marché en même pas 2 ans, suite à, enfin peut-être j'exagère un peu, mais en tout cas très rapidement, suite à l'arrivée d'un nouveau venu qui est Figma. Et Figma, bah, maintenant, c'est presque 80% de part de marché. Et le gros, si moi je dois résumer les avantages de Figma, un, c'est la collaboration en ligne, c'est-à-dire dès qu'on travaille, bah, on est en ligne, on perd jamais d'informations. On peut inviter quelqu'un à tout moment, soit pour éditer, soit pour juste lire ou commenter. Et ça, dans le domaine de l'architecture, c'est vraiment c'est vraiment archaïque la manière dont la collaboration se fait dans les logiciels comme Revit. À l'heure en 2024, ça me paraît un peu étrange, venant, enfin, en ayant testé d'autres domaines. Et donc, je pense que c'est forcément quelque chose qui va être important et qui va faire la différence. Après, en quoi c'est lié à l'IA? En fait, c'est lié que l'IA, c'est bien, mais à la fois, on va pas tout concevoir avec l'IA. Il va bien falloir modifier des choses, choisir des versions, avoir un système de réutilisabilité. Quand je crée un composant, je veux un composant ou un module. Quand je parle de module, par exemple, c'est peut-être, je sais pas, une pièce comme un toilette, par exemple. Bah, c'est très modulaire en fait. Donc voilà, ce module-là, j'ai envie de le garder, peut-être le réutiliser de projet en projet. Ça peut être un détail, par exemple, dans mon balcon, je vais avoir un garde-corps. Ce garde-corps, bah, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, ce style-là. Et ben du coup, j'ai envie d'avoir ce détail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer aussi avec l'architecture modulaire ou off-site, comme on dit. Donc l'architecture où une partie de la construction se fait en usine. Ça va se développer, etc. Et donc, on a besoin d'avoir un logiciel plus convivial, plus collaboratif, qui gère mieux la réutilisabilité et qui intègre l'IA dedans. Donc voilà, pour résumer, pour moi, il y a 3 types de logiciels. Il y a les logiciels historiques de modélisation, BIM ou pas BIM d'ailleurs, Revit, Rhino, d'ailleurs Rhino il est quand même spécifique pour des géométries complexes, donc c'est un peu une part de marché différente. Donc dans ces logiciels-là, il y aura évidemment l'IA qui va se greffer, mais à mon avis, il y a une limite à l'adaptabilité de ces logiciels pour l'IA, et donc il y aura peut-être un aller-retour entre les logiciels, un travail qui se fait à l'extérieur et une réimportation de la géométrie dans ces logiciels. Après, il y a des logiciels qui se vendent un petit peu comme pour l'IA First, donc ils commencent par l'aspect IA. Il y en a certains donc, qui focalisent plus sur l'aspect faisabilité, comme Autodesk Forma par exemple, et d'autres qui sont plus par exemple sur les plans, comme Finch 3D. Mais évidemment, tout ça va évoluer parce qu'à partir du moment où ils ont commencé à avoir du succès, à avoir une première fonctionnalité, ils peuvent évidemment étendre. Mais est-ce que ces logiciels vont se limiter à une phase très particulière, la faisabilité, ou est-ce qu'ils vont s'étendre à la modélisation de manière plus générale? Et enfin, il y a un nouveau modèle de logiciel de modélisation qui pour moi va s'imposer. Alors je ne sais pas en combien de temps, je ne sais pas lequel, mais ça c'est clair qu'à mon avis, on ne va pas continuer à utiliser des logiciels sur son bureau comme les 20 dernières années. Ce serait vraiment anormal si on compare à d'autres domaines comme par exemple le design. Et donc, il y a des logiciels qui sont bien placés pour ça et qui vont intégrer l'IA de manière beaucoup plus facile que les logiciels historiques.
Et enfin, je vais quand même terminer par un point que j'ai pas encore évoqué, c'est l'open source et notamment ce que fait par exemple That Open Company, donc qui est un peu le successeur de IFCJS, la librairie de viewer IFC. Donc eux, ils veulent créer un modèle open source pour créer un éditeur, donc un petit peu comme Revit finalement et les logiciels de modélisation. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils auront mis ça sur le marché, beaucoup de gens vont pouvoir créer leur propre éditeur. Donc ça va être beaucoup plus facile de créer de nouveaux écosystèmes de modélisation qui pourront peut-être s'intégrer avec l'IA. Donc je pense que l'avenir n'est pas encore du tout tracé, il y a plein de possibilités, mais voilà les pistes que j'ai vues et j'espère que cette vidéo t'a aidé peut-être à y voir un peu plus clair. Donc, je te laisse bien sûr en commentaire la liste de logiciels que j'ai repérés, donc concernant la modélisation et l'IA, mais pas que. Donc, il y a à peu près 60 logiciels que j'ai repérés et cette liste va augmenter. Et sinon, si tu veux te former à l'IA, si tu veux notamment pour l'instant à ChatGPT et l'automatisation de ton agence grâce à l'IA, c'est la première formation que j'ai lancée, mais il va en avoir d'autres. Je vais parler également de l'aspect modélisation, je vais parler également de l'IA en général, en fait comment s'y retrouver dans ce changement vraiment très brutal et comment en tirer un profit. Donc voilà, donc suis-moi, je te laisse les liens en description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un like et je te dis à bientôt la semaine prochaine pour le prochain épisode de ce podcast. Allez, à bientôt.